La crise climatique est à nos portes. En moyenne, la planète s'est déjà réchauffée de 1,2 degré en un siècle. Le problème s'accélère, créant des catastrophes à répétition. Dans la rue, la colère gronde. Pour survivre, il faut changer de modèle, répètent scientifiques et militants. Face à ces revendications, le monde de l'économie semble prêt à se remettre en question. Le textile se met à l'équitable, l'alimentation au bio. La finance, elle, veut devenir plus verte. La nature est le moteur de croissance de notre temps. We all have the right to a sustainable future. Nous devons nous adapter à un nouvel environnement. Paris, Londres, Francfort, les plus grandes places financières se battent pour prendre la tête de cette révolution. Genève en particulier se dit à l'avant-garde. Nous sommes journalistes et nous avons voulu en avoir le cœur net. La finance peut-elle sauver la planète comme elle l'affirme ? Pour le savoir, nous avons analysé des centaines de placements décrits comme durables. Et ce que nous avons découvert nous a laissé pantois. Des entreprises pétrolières décrites comme vertes. Des montagnes de déchets toxiques abandonnés à l'air libre par une entreprise qui se présente en modèle de durabilité. Ce phénomène s'appelle le greenwashing, ou éco-blanchiment en français. Une pratique qui consiste à faire croire, à grand renfort de marketing, que l'entreprise a une politique responsable, alors qu'il n'en est rien. Ce système s'apparente à un formidable tour de passe-passe qui permet aux entreprises les plus polluantes de laver leur image. Nous avons confronté les acteurs de cette nouvelle économie. La finance verte, c'est quoi? La finance durable, c'est uniquement d'essayer de fournir aux industries qui font cette transition les moyens pour y arriver. On ne peut pas s'attendre à ce que Holcim demain vende des pâquerettes. Leur métier, c'est le ciment. C'est un sujet positif, rassurant et vague. Il est cher au cœur de tout le monde. Donc oui, c'était extrêmement rentable pour l'entreprise. C'est de la fumisterie, c'est du marketing trompeur. On est presque au niveau de la blague. Malheureusement, il y a un impact sur les populations qui sont en première ligne des dérèglements climatiques. Suisse, France, Belgique, Égypte, États-Unis. Notre enquête nous a menés aux quatre coins du monde. Et visiblement, les rouages de la finance verte cachent de lourds secrets. Nous avons demandé à 2 citoyens sensibles à la cause écologique de nous accompagner tout au long de notre enquête. Daniel est un retraité plutôt aisé. Une voiture électrique, des panneaux solaires, il a déjà fait des efforts, mais il veut aller plus loin. J'ai suivi un calculateur de CO2 et puis j'ai réalisé que c'était en fait l'épargne que j'avais qui était la moins durable. Du coup, ça dominait le problème. J'ai beau isoler ma maison, je voyage en voiture électrique, c'est de toute façon petit par rapport à l'effet de la finance. Daniel est à la recherche d'un placement qui lui permettrait d'investir ses économies de manière rentable et surtout durable. Sarah est une femme active, sans fortune et militante engagée. Elle ne croit pas aux promesses des banques. Pour elle, les fonds de placement et les actions, c'est non. Elle pense ne pas être concernée par les excès du greenwashing. Merci pour la suite. Sarah a pris part à de multiples actions du groupe Extinction Rébellion. Donc je suis venue effectivement ici avec un petit groupe et on a tenté de mettre une banderole au milieu de la route et de s'asseoir pour susciter les réflexions, pour interpeller. Mais en fait, je me suis retournée et il y avait déjà la police qui était là, qui a couru, une vague de bleus qui nous déferlait dessus. Et on s'est un peu laissé asseoir sur la route, on s'est agrippé un peu, on s'est tenus dans les bras les uns les autres, parce que c'était vraiment un moment fort, émotionnant.
Et puis on s'est fait emmener, débarrasser par la police qui nous a portés ici sur le trottoir. Et puis ensuite au poste de police. Au quotidien, elle a tout changé pour être en phase avec ses valeurs. J'ai renoncé complètement à la voiture, j'en ai plus du tout. Je renonce au trajet en avion. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais là je me dis que je vais probablement plus en faire, ou en tout cas je laisse ça. S'il reste des voyages en avion à faire, je pense que c'est pour les jeunes, plus pour des gens de mon âge. Chacun à sa manière, nos témoins veulent rendre le monde meilleur. Ils se sont prêtés au jeu de la finance verte. Et tous deux iront de surprise en surprise. Quand on confie ses économies à la banque, elle nous propose de les faire fructifier. Il y a toutes sortes de possibilités. Livret A, épargne logement, capital retraite. Dans tous les cas, le principe est le même. La banque place cet argent dans des fonds remplis de toutes sortes de produits boursiers. Depuis quelques années, une nouvelle catégorie est apparue, celle des placements dits verts, censés alimenter uniquement des entreprises responsables. Ce marché explose. Le nombre de ces produits financiers estampillés durables a triplé en 10 ans. Pour les banques, c'est une bonne affaire. Ces fonds attirent toujours plus de clients et sont très rémunérateurs. Daniel a demandé à sa banque, PostFinance, de lui faire une proposition de placement durable. Mais en y regardant de plus près, surprise. Dans la liste des actions apparaît le nom Total. Est-ce que vous mettriez votre argent dans un fonds qui a une entreprise pétrolière dedans? Non. Je m'éloigne du pétrole le plus possible. Donc, dès qu'il y a du pétrole, on va dire non. Le produit proposé par la banque de Daniel n'est pas une exception. Dans de nombreux fonds dits verts, apparaissent des entreprises bien connues, mais pas pour leur engagement écologique. Pour comprendre comment elles se sont retrouvées là, nous nous sommes penchés sur la championne toute catégorie, l'entreprise belge Umicore. Cette société est spécialisée dans le recyclage de métaux industriels. Depuis quelques années, Umicore est devenue la coqueluche des investisseurs en quête de placements écolos. Une image qu'elle met volontiers en avant. We create materials that provide tomorrow's solutions to today's global problems, because we know that a sustainable future lies inside ourselves. Every day, wherever we are, this is what we do. Imagine what you could do. Pourtant, Umicore n'a pas toujours brillé par son aspect écologique. Jusqu'aux années 1980, elle était active dans les mines, notamment pour exploiter le plomb et d'autres métaux lourds. Ce passé empoisonne toujours un des joyaux touristiques de la France, la région des Cévennes, où nous nous sommes rendus. Cette digue, on l'appelle même la digue Umicore, du nom des propriétaires. Cette digue, comme vous le voyez, c'est un dépôt massif d'une trentaine de mètres de hauteur, dont les derniers rapports estiment la superficie à 3,5 hectares à peu près, et qui correspond à des dépôts de particules fines de laverie qui ont été déposés au fur et à mesure de l'exploitation minière. Les fines de laverie, ce sont ces milliers de tonnes de déchets chargés de métaux lourds. Cette gigantesque verrue est cachée dans une forêt d'apparence idyllique. Cette colline toxique a été laissée à l'abandon pendant des décennies sans la moindre protection. Conséquence, les particules se sont envolées au gré du vent, contaminant les sols et les eaux sur des dizaines de kilomètres. « 40 ans après la fermeture des mines, cette pollution continue de se répandre. » Et bien voilà, un magnifique dépôt de fines de laverie. C'est humide en permanence et ça va s'écouler lorsqu'il y a des pluies, bien, dans ce qu'on appelle le ruisseau de la mine.
qui à son tour va rejoindre le palérole, etc. Il suffit que vous ayez un enfant qui vienne jouer avec le sable ici, vous voyez, si vous faites ça chaque week-end, votre gamin il aura très vite des problèmes hein, quand même. Michel Bourgeat a longtemps cru vivre au paradis. Voilà, c'est en pleine nature, on y est bien. Quand je rentre chez moi, je rentre dans la nature de tous les plantes, mes fleurs, les arbres que j'ai plantés. Tout, c'est chouette. Hein. On y a été heureux avec mes enfants. Hein. Michel et son épouse ont vécu ici et élevé leurs enfants dans l'insouciance la plus totale. À tort. C'est venu tout doucement. Le savoir que c'était pollué, y compris chez moi, c'est que j'ai réfléchi à mes animaux. Mes 2 ânesses sont mortes de leucémie ou quelque chose de similaire. Elles avaient chacune un mouton. Hein, parce qu'un âne tout seul, ça s'ennuie. Mais un âne et un mouton, c'est 2 gamins qui s'en veulent, enfin, qui se bagarrent, c'est génial. C'est vrai, ils s'entendent bien. Bon, mais enfin, les 4 sont morts de leucémie. Donc mon cheptel qui commence à mourir. Alors il y a eu les poules, il y a eu les moutons, mes chiens, mes chiennes. Un chien, un mâle, cancer des testicules, c'est-à-dire hormonodépendant, ainsi que les chiennes, cancer des seins, toutes. En ce qui concerne les personnes, j'ai eu 2 cancers. Là en ce moment je suis en train de me bagarrer contre un cancer qui est pas loin, enfin, qui essaye de revenir. Pour l'instant je me bagarre, ça va. Mais j'ai eu 2 cancers, un cancer de la prostate et un cancer de la peau. Mon épouse, cancer du sein, cancer de la peau. Et une fille qui habitait là et qui s'occupait justement des animaux, qui les brossait et toute la poussière, cancer de la peau. Mais ça fait quand même pas mal beaucoup. L'épouse de Michel n'a pas survécu à ces cancers. Sa fille est gravement malade. Mais ce ne sont pas les seules victimes. Dans la région, une 40aine d'habitants se battent depuis 15 ans pour qu'Umicore décontamine le site et les dédommage. Après des années de combats juridiques, l'entreprise vient à peine de commencer à recouvrir son immense colline empoisonnée. Ces travaux vont durer des années et en attendant, les habitants doivent faire avec. Ça, c'est les conseils sanitaires destinés aux personnes vivant sur ou à proximité de sols fortement concentrés en métaux, arroser les cultures à visée alimentaire avec une eau potable. Ne pas laisser les enfants jouer dans la terre. Voilà. Comment voulez-vous habiter la campagne hein, c'est les enfants, ils ne peuvent pas crapahuter dehors d'une façon normale. Enfin, c'est invivable. Star de la finance durable, Umicore a gagné son pédigré d'entreprise écolo tout en cachant des milliers de tonnes de résidus toxiques dans les forêts des Cévennes. Comment est-ce possible ? Pour comprendre, nous nous sommes rendus à Olen, en Belgique, où se trouve son siège. Et à notre grande surprise, nous y découvrons une autre montagne de déchets, radioactifs cette fois. Au bord d'un chemin emprunté par les marcheurs et les cyclistes, le compteur Geiger monte dans les tours. Ici, c'est l'uranium et le radium qui ont été exploités durant des décennies. Et comme dans les Cévennes, les déchets engendrés sont restés à l'abandon, à quelques mètres des habitations. Depuis les années 80, tous les déchets radifères de toute cette industrie d'extraction de l'uranium a été finalement complètement laissé ici en stockage un peu à l'abandon sous des résidus de terre, parfois du gazon, parfois quelques pierres. Et nous sommes en présence ici de 275 000 m3 de déchets radioactifs. C'est très certainement la décharge la plus importante en termes de radioactivité de toute la Belgique. Umicore semble s'être contenté d'enterrer le problème.
Et pour cause. Pour nettoyer ces tas, l'entreprise devrait engager des travaux colossaux et un budget pharaonique. On parle donc de plusieurs milliards d'euros à financer par Umicore pour pouvoir assainir l'entièreté du site à très long terme aussi, alors qu'il y a seulement 30 millions d'euros de provisionnés au jour d'aujourd'hui. Les 30 millions d'euros mis de côté par Umicore ne suffiront pas à régler le problème sur le long terme. Les autorités publiques sont gênées de cette situation. La valeur d'Umicore est actuellement estimée à 8 milliards d'euros. L'obliger à nettoyer cette zone la mettrait irrémédiablement en faillite. Nous avons interrogé sa porte-parole, qui a préféré nous répondre par visioconférence. Covid oblige. Est-ce qu'il y a un plan à long terme pour ces déchets radioactifs stockés à Olen? Que contient le dossier sur une proposition à très long terme? Je ne suis pas tout à fait sûre en fait, et je ne sais pas. Nous pourrions peut-être avoir un autre échange à ce sujet. Mais ce que je peux dire, c'est que le dialogue est en cours. Il existe une proposition de plan à long terme. Nous faisons partie de ce dialogue depuis le début. Et ce qui doit se passer pour que ce plan soit déclenché, c'est que les agences gouvernementales donnent leur feu vert pour que nous puissions aller de l'avant. L'avenir de ces déchets semble aussi flou que la réponse d'Umicore. Seule mesure concrète, l'entreprise s'est vue obligée de poser des panneaux d'information autour des zones polluées pour prévenir les riverains. La vie semble s'écouler paisiblement à Olen. Les tomates poussent dans les jardins, les pêcheurs mangent les poissons sortis du canal, mais le mal invisible est bien là. Les maisons autour de l'usine ne valent presque plus rien. Et c'est pareil dans les Cévennes. En 2014, avant la découverte de la pollution, la maison de Michel Bourgeat avait été estimée à 450 000 €. Aujourd'hui, elle est tout simplement invendable. Dans le même temps, l'action Umicore a plus que doublé de valeur. Et qui en a profité? Ces investisseurs. Le plus connu d'entre eux est l'aventurier suisse Bertrand Piccard. Celui qui a fait le tour du monde en avion solaire promeut en effet un fonds durable, celui de la banque zurichoise Globalance. Vous avez un partenariat avec cette banque qui s'appelle Globalance, qui porte votre nom, c'est le portefeuille Bertrand Piccard. Comment ce projet est né? Alors Globalance, c'est une banque assez jeune, une banque privée zurichoise, et ils ont voulu se mettre dans la finance durable. Et ils m'ont contacté en me demandant conseil, en me demandant ce qu'on pourrait faire ensemble, si je pouvais promouvoir cette vision qu'ils avaient de la finance durable. Et on est arrivé finalement sur une idée qui m'a beaucoup plu, c'est d'avoir un portefeuille expérimental. Donc on va voir, hein, ce n'est pas un portefeuille qui est très très diversifié, il y a une vingtaine d'actions. C'est des entreprises durables et on va voir sur quelques années si ça marche ou si ça ne marche pas. Moi j'espère vivement que ça marchera parce que le message qu'on veut donner, c'est que c'est rentable d'investir dans le durable, mais il faut le prouver. Et ce portefeuille avec Globalance, eh ben, c'est une manière de prouver oui ou non. Alors justement, on a regardé votre portefeuille et dedans, on a trouvé une entreprise qui prétend être très propre, mais qui ne l'est pas vraiment. Cette société s'appelle Umicore. Alors, Umicore, je connais très bien Umicore. Et alors là, ça m'étonne beaucoup que vous me disiez que c'est une mauvaise entreprise. Parce que Umicore, vous savez ce que c'est? À l'origine, Umicore, c'est l'Union minière belge. C'est ceux qui étaient dans le charbon, dans les aciéries, dans les mines, etc. Et qui s'est recyclé depuis longtemps dans le photovoltaïque, dans les semi-conducteurs, dans les LED. C'est une des premières entreprises à fabriquer des LED. Et maintenant, ils sont dans le recyclage de batteries au lithium. Donc Umicore, pour moi, c'est exactement le genre d'entreprise qu'on peut considérer intéressante parce qu'elle participe à cette transition d'une ancienne industrie à une nouvelle industrie. J'ai été leur rendre visite d'ailleurs chez Umicore. À Olen, en Belgique? Oui, en Flandre, dans le nord de la Belgique. Ouais. Oui. Oui. Vous avez vu ces grands tas, ces tumulus de terre sur l'usine, sur
le lieu de l'usine de Non, Umicore ça, à j'ai pas Holland? vu. Vous les avez pas remarqués? Non, j'ai pas remarqué ça. C'est très impressionnant. En fait, Umicore, certes, aujourd'hui a une activité qui est une activité industrielle qui a été beaucoup améliorée, qui est beaucoup moins polluante qu'auparavant. Mais le problème, c'est que ces 50 ans d'activité de raffinage de l'uranium et du radium ont laissé des quantités gigantesques de déchets radioactifs qui n'ont jamais été traités. Mais je crois que ça, c'est une preuve de plus que ce qui est énergie nucléaire, ce qui est énergie fossile, etc., c'est une période de l'humanité où on a joué aux apprentis sorciers, où on ne savait pas quoi faire du CO2 des énergies fossiles, où on ne savait pas quoi faire des déchets radioactifs de l'énergie nucléaire, et puis que maintenant, on essaye de faire une transition vers quelque chose de propre. Alors, je ne sais pas s'il reste des déchets radioactifs chez Umicore de leurs anciennes activités ou des anciennes activités belges, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont plus du tout là-dedans. Aujourd'hui, ils participent de manière extrêmement active à la transition écologique, avec des nouvelles technologies qui sont hyper utiles. À votre avis, qui doit payer ce passé? Mais ce passé, il va être payé par les utilisateurs. Il va être payé par tous ceux qui ont utilisé des énergies fossiles, qui ont utilisé des énergies nucléaires. C'est le consommateur. Il faut... De quelle manière? Mais probablement, ça va être fait avec les impôts des gens, avec les... je vais vous dire, on a toujours fonctionné... de payer le... On a toujours fonctionné en faisant payer aux suivants les erreurs des précédents. Alors maintenant, on a utilisé... Qui a utilisé ça? Le public. Tout le monde a utilisé de l'énergie nucléaire. Tout le monde a utilisé des énergies fossiles. Il n'aurait pas fallu le faire. Bien sûr qu'il n'aurait pas fallu le faire. Et bien maintenant, il faut que les utilisateurs de cette énergie-là assument, que les pays assument, que les entreprises assument, et je ne sais pas comment ça va être réparti. Les tonnes de déchets abandonnés par Umicore resteront encore longtemps, en Flandre comme dans les Cévennes. Ils abandonnent le passé, mais le passé, on ne l'abandonne pas. C'est ça, moi, mon passé, je ne l'abandonne pas ici. Hein, moi, je vis avec, hein, et je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours. Ces flaques polluées ne se voient pas dans le prospectus que Daniel a sous les yeux. Pourtant, Umicore figure bien parmi les entreprises du fonds proposé par PostFinance. On peut faire semblant de vendre quelque chose de propre, mais en fait derrière il y a des choses qu'on cache. C'est la voie de la facilité, disons que ça ne donne pas confiance en fait. En tout cas, dans n'importe quoi, n'importe quel produit que j'achète, j'aime bien savoir à peu près si c'est vrai ce qui est mis sur l'étiquette. On est très loin d'une situation satisfaisante. Nous revenons de notre périple dans les Cévennes et en Belgique avec une question. Comment une entreprise au passé aussi lourd que celui d'Umicore peut se retrouver dans des fonds durables? Grâce aux agences de notation extra-financières. Le principe est simple. Ces agences attribuent des notes aux entreprises en se basant sur des critères sociaux et environnementaux. Le plus souvent, ce sont des critères ESG, E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Pour faire partie d'un fonds durable, une entreprise doit donc se faire attribuer une bonne note par une de ces agences. Premier problème. À l'heure actuelle, il n'y a pas de standard, aucune méthode claire. Résultat, d'une agence à l'autre, ces notes peuvent varier. De plus, les banques utilisent toutes sortes de termes différents. Placement éthique, vert ou durable, on y perd son latin. Pour remplir ces fonds, les banques vont piocher les actions d'entreprise en fonction des notes qui leur sont attribuées par ces agences. Et en explorant les classements d'une d'entre elles, le géant américain Sustainalytics, nous sommes tombés sur un drôle d'oiseau.
le groupe Majid Al Futtaim est parvenu à lever plus d'1 milliard de dollars en promettant de réduire son empreinte carbone. Actif en Afrique et au Moyen-Orient, il gère des centres commerciaux d'un genre un peu particulier, comme nous le découvrons ici en Égypte. La société s'est payée une star américaine pour faire sa pub. Vous n'allez pas y croire, c'est dingue. Là, c'est ma chambre, là, juste là. J'ai hâte de vous montrer ça. Regardez, regardez ça. C'est une piste de ski intérieure. Ils ont construit une piste de ski à l'intérieur. Vous avez bien entendu. Majid Al Futtaim s'est rendu célèbre dans le monde entier par une des créations les plus absurdes en matière de consommation d'énergie, ouvrir des pistes de ski dans le désert. Et le modèle fonctionne à merveille. Après Ski Dubaï, le groupe a exporté le concept en créant Ski Egypt en 2017 dans un centre commercial près du Caire. Nous sommes allés voir. Comble de l'ironie, on y propose aux enfants de jouer avec de vrais pingouins importés de la banquise. Bonjour, mon nom est Mahmoud Youssef. Je suis responsable du divertissement chez Majid Al Futtaim en Égypte. La surface totale du centre Ski Egypt est de 22 000 mètres carrés et il contient 7 000 tonnes de neige. Nous avons une colonie de 10 pingouins. Ils sont de 2 races. Les premiers sont des manchots papous et les seconds des manchots à jugulaire. Nous prenons très grand soin de nos oiseaux. Nous avons un personnel expérimenté dont l'objectif principal est leur bien-être et leur santé. Donc chaque année, nous importons du poisson de l'étranger, de Norvège. Et quand je dis du poisson, je veux dire du poisson de qualité restaurant, car nous voulons nous assurer que nous prenons très bien soin de nos pingouins. Mais le directeur nous affirme avec conviction que tout cela est très écolo. Nous voulons être une entreprise qui est perçue comme, ou qui va atteindre l'objectif de zéro émission. Pardon, coupez Martin. Chez Majid Al Futtaim, la durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes très attachés à la protection de l'environnement et à la fourniture de produits et d'expériences respectueux de l'environnement qui nous entoure. Dans le monde merveilleux de la finance durable, tout est donc possible. Des pingouins dans le désert? Pas de problème, à condition de savoir faire de belles promesses. C'est le principe de l'obligation verte. Explication. Une obligation verte fonctionne comme un emprunt, sauf que ce dernier doit servir à financer uniquement des projets écologiques. Dans le cas présent, Majid Al Futtaim a reçu 1,2 milliard de dollars pour réduire la consommation d'eau et d'électricité de ses centres commerciaux. Sur la base de cette promesse, une des plus grandes banques privées de Suisse a mis la main à la poche et a investi 2 millions de dollars pour pouvoir inclure cette obligation verte dans un de ses fonds dédiés à la protection du climat. Cette banque s'appelle Lombard-Odier. Dans les clips qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux, elle explique que le monde se divise en deux. Il y a ceux qui ont compris l'urgence climatique et les autres. D'un côté, les autruches. La tête enfouie dans le sable. Ces créatures d'un autre temps s'accrochent à l'espoir que le futur envisagé ne se concrétisera pas. Mais l'inéluctable se produit toujours. De l'autre côté, les aigles. Résolus et déterminés, ils voient par-dessus tout. Des entreprises visionnaires, capables de voir au-delà d'aujourd'hui et même de demain. Des aigles, des autruches et des pingouins dans le désert, à ce stade de l'enquête, on s'est demandé si on ne nous prenait pas pour des pigeons. Nous nous sommes tournés vers Patrick Odier, le directeur de l'établissement. Ce banquier veut faire de Genève la capitale de la finance durable. Fin 2021, il a organisé un sommet international sur ce thème. Nous l'avons interrogé. De bon sens, peut-être que si on voulait diminuer la consommation d'électricité du Mall of the Emirates, on pourrait laisser fondre la neige
Et ramener les pingouins sur leur banquise. Cette réponse, vous ne l'entendrez pas. Patrick Audier nous a demandé de retirer la totalité de ses propos. La loi suisse l'y autorise, cela s'appelle le droit à l'image. Pourtant, le banquier nous avait donné de longues explications sur le cas de Majid Al-Futtaim qu'il trouvait particulièrement intéressant. Mais plusieurs semaines après cette interview, Patrick Audier s'est opposé à sa diffusion. En effet, il a estimé que les conditions dans lesquelles elle s'est tenue n'étaient pas acceptables. Le banquier s'est dit prêt à nous accorder un nouvel entretien. Cela n'a pas été possible vu nos divergences sur les conditions de cette seconde interview. S'agissant des pingouins, la Banque Lombard-Odier a tenu à apporter les précisions suivantes. L'obligation verte concernée vise à améliorer l'efficience énergétique et le bilan carbone de 21 sites au Moyen-Orient. Les résultats sont mesurés et audités par KPMG et JLL en accord avec les meilleurs standards internationaux. Les pistes de ski avec la présence de pingouins préexistaient à l'émission de l'obligation verte. Elles n'ont pas été financées par celle-ci. Mais voilà, le problème, c'est justement ce qui s'est passé après que ce financement vert a été accordé. Pour le comprendre, il faut retourner au Caire. Majid Al-Futtaim possède un savoir-faire inégalé dans la conception, le développement et la construction de stations de ski couvertes. D'ailleurs, nous allons bientôt ouvrir plusieurs nouvelles pistes de ski intérieures. Snow Abu Dhabi et Snow Oman. Leur lancement est prévu pour le dernier trimestre de 2022. Un autre projet passionnant sur lequel notre équipe travaille actuellement sera la plus grande station de ski couverte du monde, à Shanghai, en Chine. Ce projet devrait attirer plus de 3,2 millions de visiteurs par an. Ce sera le plus grand projet de ce type au monde. Voilà donc la cause de tout cet embarras. Après avoir reçu plus d'1 milliard de dollars avancés par des établissements financiers du monde entier pour réduire sa consommation d'énergie, la société de Dubaï s'est lancée dans une course à l'ouverture de nouvelles pistes de ski intérieures. Et face aux engagements écologiques des banques qui l'ont financé, ces projets font tâche. Nous nous sommes tournés vers Sustainalytics, l'agence de notation qui avait posé son tampon vert sur cette étrange obligation. Un de ses spécialistes devait venir à Genève pour nous répondre. Mais devinez quoi? La firme a annulé le rendez-vous en apprenant que nos questions porteraient sur les fameux pingouins. On marche sur la tête, enfin, j'ai l'impression que tout est une aberration totale. Je ne comprends pas cette logique. On devrait en fait complètement sortir de ce modèle économique et en fait on ne fait que le renforcer en trouvant des espèces de pirouettes bizarres pour pouvoir continuer à faire penser que c'est durable. C'est un peu sidérant. Alors donc le greenwashing a vraiment pris une ampleur considérable. On commence à comprendre la chose. Peut-être ça marche un moment, mais j'espère que les gens seront lucides. Face à ces excès, la résistance s'organise. Nous nous sommes rendus à Paris où nous avons rencontré Lucie Pinson. Son ONG Reclaim Finance se bat pour inciter les banques à renoncer aux investissements douteux. C'est de la fumisterie, c'est du marketing trompeur. Penser qu'on va réduire les émissions d'un centre commercial qui repose sur l'artificialisation des sols, de la fausse neige. Enfin, c'est... Là, on est presque au niveau de la blague. Malheureusement, il y a un impact sur les populations qui sont en première ligne des dérèglements climatiques. Moi, on aurait presque envie de rire, tellement c'est gros. Et peut-être que plus c'est gros, plus ça passe. Ça va être bien noté par une agence Sustainalytics qui va considérer que le projet est vert au titre de... Il y a des ampoules basse consommation dans le centre commercial. Donc le problème, il est là. Malheureusement, cet exemple n'est pas un seul exemple, un seul cas isolé. C'est qu'il montre qu'il y a énormément de fumisterie autour de la finance durable, autour du thème de la finance durable. Et il démontre aussi que finalement, les acteurs financiers, s'ils peuvent continuer de financer des activités qui vont être rentables
source de profit, tout en les faisant passer pour un acte dans la lutte contre le dérèglement climatique, s'ils peuvent l'étiqueter vert et durable, eh ben, ils vont le faire. Parce que ça ne sert à rien de choisir. S'ils peuvent avoir le profit et l'image verte, eh ben, ils vont choisir les deux. Et ça montre bien qu'il serait complètement illusoire de donner les clés de la planète aux acteurs financiers et d'attendre d'eux-mêmes qu'ils nous inventent des nouveaux produits financiers pour opérer les transformations nécessaires dans l'économie. Ça ne va pas marcher. Les ONG ne sont plus les seuls à dénoncer les dérives d'un système qui s'est emballé. Au cœur même des banques, le malaise s'installe. Désiré Fixler peut en témoigner. Nous retrouvons à New York cette Américaine qui, il y a quelques mois, dénonçait le greenwashing de la société DWS, la filiale de gestion de fortune de la Deutsche Bank. Licenciée, elle devient lanceuse d'alerte. Désiré Fixler nous a raconté son histoire depuis New York par écran interposé. Votre cas et les faits que vous avez dénoncés ont eu des conséquences importantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Ça a commencé quand le Wall Street Journal a rapporté que le régulateur américain et le département de la justice enquêtaient sur DWS à propos de mes affirmations. Ça s'est répercuté sur tout le marché. Le jour même, le cours de l'action DWS s'est littéralement effondré. Il a chuté d'environ 14%, je crois. Tout commence en 2020. La Deutsche Bank traverse une période difficile. Elle se retrouve au cœur de plusieurs scandales. La firme doit impérativement redorer son image auprès des investisseurs. Elle veut devenir un leader de la finance verte et embauche Désiré Fixler pour diriger les opérations. Sincèrement, c'était un poste de rêve pour moi. Je pouvais avoir un impact ici. Je suis faite pour ce genre de travail politiquement difficile. Nous avons commencé en nous demandant comment nous, en tant qu'entreprise, nous pourrions atteindre le niveau zéro carbone. Vous savez, nous voulions vraiment développer de bons produits d'investissement, solides, clairs et transparents, des produits véritablement durables. Mais il y avait clairement des lacunes dans la plateforme. L'approche était très fragmentée. Nous devions absolument résoudre ces problèmes pour devenir un acteur de premier plan sur le thème de la finance durable. C'était notre ambition. En 2020, la banque se vante dans son rapport annuel de gérer 459 milliards d'euros de fonds durables, un record pour l'industrie. Pourtant, en interne, Désiré Fixler sait que ce chiffre est tout bonnement impossible à calculer. Nous savions que la majorité des gérants, y compris les plus expérimentés, ne respectaient pas nos propres critères de durabilité dans leur choix d'investissement. Et pourtant, un chiffre a été publié. Un chiffre a été publié sans système de suivi, sans aucune preuve. Et c'est un chiffre très impressionnant. Cela signifie que la majorité des actifs sous gestion respectent des critères de durabilité. C'est très impressionnant pour les investisseurs et pour les actionnaires de la société. Une ligne a été franchie. Décrire des placements comme verts alors qu'ils ne le sont pas, cela s'appelle un mensonge. Et vendre un produit sous une fausse étiquette, c'est illégal. Désiré Fixler s'en inquiète. Elle organise une présentation à ses supérieurs et elle n'y va pas par 4 chemins. C'était une présentation qui appelait à un changement majeur et urgent. Elle expliquait clairement qu'il y avait une urgence
et que nous devions régler ce problème immédiatement. Cette présentation a été transmise au conseil d'administration et quelques semaines plus tard, j'étais virée. Ma première réaction a été de dire « Vous rigolez ou quoi ?» Je n'ai jamais eu de mauvaise évaluation. C'était un choc total. Je ne savais pas du tout comment réagir. Je ne l'avais pas vu venir, je veux dire. J'étais là pour régler ces problèmes. L'objectif de ces affirmations trompeuses de la part de la banque était de vendre des produits qui étaient plus rentables pour elle, c'est bien ça? Oui, absolument. Je veux dire, nous savons que les placements durables, c'est le secteur qui connaît la plus grande croissance pour les gestionnaires d'actifs. Il y a un énorme boom dans l'investissement durable. Et jusqu'à cet incident, nous avions un marché où vous pouviez dire tout et n'importe quoi. C'était un marché basé sur de la rhétorique, pas sur les preuves. Donc beaucoup d'entreprises ont fait preuve de démagogie en disant « La durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons. C'est dans l'ADN de notre entreprise. Notre priorité est la neutralité climatique. Notre priorité absolue est la diversité et l'inclusion. C'est un sujet positif, rassurant et vague. Il est cher au cœur de tout le monde. Donc oui, c'était extrêmement rentable pour l'entreprise. À l'heure actuelle, les procédures sont toujours en cours contre la Deutsche Bank. La banque conteste ces accusations de greenwashing. À ce stade de l'enquête, vous vous dites peut-être que décidément le monde de la finance n'est pas fait pour vous, que jamais vous ne mettrez un centime dans ces fonds soi-disant verts. Difficile pourtant d'échapper au système. Car, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des actionnaires. Et sans que vous le sachiez, votre argent est déjà investi en bourse via les caisses de retraite. En Suisse, il s'agit de l'AVS, dont les 37 milliards de francs sont gérés par Compen Suisse, une société publique. Il y a encore quelques mois, celle-ci ne publiait pas la liste de ses investissements. Nous en avons fait la demande. En préparant ce reportage, on s'est adressé à vous pour vous demander de pouvoir consulter la liste complète de vos investissements. Dans un premier temps, vous avez refusé de nous la transmettre. Pourquoi? Très honnêtement, personne ne nous avait jamais demandé. Et lorsque vous m'avez posé cette question, je n'avais pas l'aval de mon conseil d'administration pour la publier. Donc, quand on s'est vu, je vous ai dit, écoutez, en l'état actuel, je ne peux pas la publier. Je vais très volontiers en parler au conseil d'administration. C'est une question de communication. Est-ce que nous souhaitons être totalement transparents ou est-ce que nous souhaitons une transparence que nous jugeons suffisante et qui, selon l'interprétation que nous en faisions par le passé, n'implique pas qu'on publie toute la liste? C'est une bonne discussion au conseil d'administration. Je leur ai dit, écoutez, mon avis, on devrait le faire. Ceci étant, s'il y a une opposition, on ne le fera pas. Et le conseil se décidait que oui, c'est dans l'air du temps d'être plus transparent. Ben voilà, nous avons décidé, ok, donc nous publions et vous trouverez sur notre site internet la totalité de toutes nos positions. C'est pas facile à décortiquer, à interpréter certaines positions, je vous vois venir là-dessus, mais on publie la totale. Pas facile à décortiquer, c'est peu dire. Le document compte des centaines de pages. Son contenu est incompréhensible pour les non-initiés. Nous nous y sommes plongés. Et pour Sarah, notre militante d'Extinction Rebellion, c'est la douche froide. Est-ce que vous le saviez, mais l'AVS, qui est géré par un organisme qui s'appelle Compen Suisse, place l'argent des cotisations en bourse? Non, je ne savais pas. Pour résumer, il y a 37 milliards qui sont investis. Sur ce montant, à peu près, on trouve 122 millions de dollars d'actions et d'obligations dans le charbon, 300 millions dans les automobiles et 1 milliard dans l'aviation.
Ouais, c'est le monde, c'est toujours la même chose. C'est le monde qui continue sur la même lancée. C'est désespérant. Et après, on parle de nos petits gestes, on nous culpabilise avec ça, et quand on regarde ces chiffres, moi des fois je m'interroge aussi, on nous dit souvent extrémiste, de s'asseoir 3 minutes sur une route, c'est extrême. Mais il est où l'extrême là? Elle est où la démesure? Encore une fois, on est dans un monde de l'excès et de la démesure. Et je me dis en disant ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut faire quelque chose. Oui, je pense qu'il faut les interpeller. Je sais pas comment. Mais oui, bien sûr qu'il faut faire quelque chose. On peut plus se permettre. C'est une forme d'impunité qui est du non-respect total de la population, en fait. C'est une question d'appréciation. Notre devoir fiduciaire n'est pas de sauver le monde. Notre devoir fiduciaire, c'est d'assurer que les rentiers aient, que les caisses de compensation aient les liquidités pour payer les rentes. C'est ça notre mission première. Si dans l'optique de cette mission première, nous pouvons insérer des critères de durabilité qui soit augmentent le rendement, soit diminuent le risque, on le fait, et on le fait de manière conséquente. Maintenant, la durabilité chez nous, c'est un chemin, ce n'est pas un but. Et si vous avez une société comme Holcim, par exemple, dont le métier, c'est le ciment, on ne peut pas s'attendre à ce que Holcim, demain, vende des pâquerettes. Leur métier, c'est le ciment. Par contre, si la manière de produire le ciment s'améliore structurellement, mais un peu partout à travers le monde, s'ils font de réels efforts, je trouve que c'est méritoire. Et que c'est suffisamment méritoire pour qu'on se pose sérieusement la question, est-ce que cette société, on devrait la vendre ou pas? Et la même chose pour le charbon. On ne peut pas s'attendre à ce que ces sociétés passent du jour au lendemain à des sociétés qui ne polluent plus du tout. Vous et moi, nous polluons aussi. Tout le monde. On est tous comme ça. Le but n'est pas d'arriver à zéro. Il faudrait éradiquer l'espèce humaine. Le but, c'est d'arriver dans la direction souhaitée. Et c'est pour ça que je disais, la durabilité pour nous, c'est un chemin. C'est un très long chemin. On sera toujours sur ce chemin. On l'a pris de manière plus active, comme beaucoup d'investisseurs l'ont fait en Suisse et à l'étranger, et c'est bien. On a accéléré sur ce chemin, mais ça reste un chemin. Dans le fond de l'AVS, nous retrouvons une entreprise que nous connaissons bien, Umicore. Pour Michel Bourgeat, en France, la situation n'est pas différente. L'entreprise et les déchets qui l'ont empoisonné, lui et sa famille, figurent eux aussi dans les investissements de sa caisse de retraite. Alors, humainement, ça m'interpelle beaucoup. J'ai aussi des parents âgés. Je sais ce que c'est que des retraités qui passent par des situations difficiles. Je le sais. Donc, ça me touche, ce que vous dites. Après, mon job ici, c'est pas d'imposer des normes éthiques aux autres. La responsabilité ici, c'est de gérer cette fortune dans l'intérêt des assurés, qu'ils soient actifs ou qu'ils soient rentiers. Et c'est cet intérêt-là qu'il faut garder à l'œil. Face à ces contradictions, les citoyens cherchent leurs repères. Moi, je pense qu'une forme de contrôle est nécessaire, oui, effectivement, de ces investissements, de ce qu'on nous vend exactement. Et puis, je crois beaucoup quand même à la force de l'information sur ces choses-là. Moi, je pense que les gens, une fois qu'ils sont bien informés de la réelle proportion de ce qui est investi dans ce genre d'entreprise et des dégâts que ça fait, je pense que les gens peuvent aussi beaucoup plus facilement agir et prendre leurs responsabilités et faire en sorte que ça change. Moi, j'y crois quand même à l'information, finalement. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait qu'on ne va pas résoudre ce problème du climat totalement. On va toujours rester avec un problème là, pendant longtemps. Et il faudra trouver d'autres solutions qu'on n'a pas encore trouvées. Daniel a choisi d'investir dans une entreprise de panneaux solaires. Sarah, elle, a décidé de confier son argent à une banque alternative. Les promesses de la finance durable ne les ont pas convaincus. Nous faisons tous face au même dilemme, entre les profits nécessaires pour assurer nos rentes et notre espoir d'un monde meilleur. Peut-être pourrons-nous, par nos choix, repartir dans le bon sens.